Bonjour tout le monde pour ce groupe de lecture Network Theory consacré à une théorie mathématique de la communication, voire à la théorie mathématique de la communication. En fait, le titre a été changé. Au début, ça s'appelait une et après, c'est devenu la. Voilà, pour dire que c'est vraiment la. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? D'abord, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi cet article de Claude Shannon. Euh, Parce que voilà, c'est rare d'avoir des articles qui arrivent et qui disent Salut les gars, il y a maintenant un nouveau champ de recherche, vous allez pas vous faire plaisir, c'est ça. Et ça n'existait pas avant, maintenant ça existe. L'article nous offre aussi l'occasion de faire un peu d'archéologie et de regarder qu'est-ce qui se passait il y a plus de 70 ans. Et personnellement, je trouve que c'est assez intéressant. En particulier, ce qui est intéressant, c'est de regarder à quel point la technologie a complètement changé. Et pourtant, à quel point, malgré tout, les résultats que Shannon avait proposés, en fait, sont toujours complètement d'actualité. Et d'un point de vue purement formel, l'article, ce qui est très sympathique, c'est que le contenu est très dense, vraiment très dense, mais que le style est vraiment agréable. Et ça, c'est toujours quand même un plus quand on va attaquer quelque chose. Alors, j'espère que je vais en rassurer certains et pas trop en décevoir d'autres. Mais aujourd'hui, en fait, on va pas faire une étude technique très très approfondie de l'article. L'article fait 55 pages et là, ce qu'on va couvrir, c'est peut-être le premier tiers avec les systèmes discrets en l'absence de bruit, parfait. Faut savoir que dans les 70% qui restent, il y a beaucoup de choses très très lourdes, très très importantes, très fondamentales, avec comment le bruit peut être modélisé, comment les systèmes continus sont modélisés. À noter que Shannon lui-même avait renvoyé la plupart des preuves à la fin de l'article, et il dit souvent que voilà, j'ai mis les preuves pour qu'il y en ait, mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est pas forcément nécessaire, et donc je ne suis que trop content d'obéir à ces instructions, et du coup, il y aura peut-être une demi-preuve qu'à un moment donné, mais on va vraiment rester sur les résultats plus d'où ça vient. Et je vais essayer aussi d'essayer de mettre des éléments de contexte et d'ambiance, parce que voilà, les résultats sont vraiment monstrueux, mais c'est important de comprendre comment ça a été fait, tout ça aussi, je pense. Voilà, donc à propos de Claude Shannon, qu'est-ce qui était intéressant? Donc, quand on regarde sa page Wikipédia, bon, évidemment, il faisait du monocycle, c'est, comme tout le monde le sait, sa principale caractéristique. C'était aussi intéressant de regarder qu'en fait, il a pas mal côtoyé. Alors, parfois, c'est une rencontre dans une cafétéria, parfois, c'est des travaux plus poussés, avec vraiment tous les autres géants du domaine, Nyquist, Hartley, Turing. Voilà, il paraît aussi qu'il a rencontré Einstein et Gödel, mais voilà, enfin, c'est sur des domaines un peu à côté, mais même sur son propre domaine, il a vraiment rencontré tous les grands pontes, il a travaillé avec tous les grands pontes. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est le moteur en fait de ses principaux travaux, de ce qu'on présente aujourd'hui. C'était en fait la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'à l'époque, c'était super important de comprendre qu'est-ce qui se passait dans les messages, de découvrir où était l'information importante dans les messages. Et donc, il a pas mal travaillé là-dessus. Et l'article qu'il a publié est une version déclassifiée de travaux qu'il avait effectués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il avait aussi fait des travaux non seulement à travers la communication, mais aussi en crypto, puisque comme il le disait lui-même, en fait, c'est la même chose. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Alors, comme je disais, on va faire un petit peu d'archéologie. Donc, aujourd'hui, on parle 4G, 5G, clé USB, MP3, UTF-8, NumPy Random, voilà. Alors, on peut un peu jouer. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour qu'est-ce que c'était ça à l'époque? Alors, les gens sont timides. Le téléphone. Téléphone, ouais, mais là on parle de data quand même. 4G, 5G, j'ai quand même mis de la data. Ça devait être les prémices. Attends, on était en quelle année là pour Claude Là, Shannon? on est en 48. On est en 48. Il n'y a même pas Internet, alors il n'y a même pas ARPANET, y a rien là. Le télégraphe? Oui, télégraphe. On a une des bonnes réponses. Bon, allez. Hop, je ne vais pas non plus vous faire attendre trop longtemps. Donc, par exemple, au niveau des communications data, il y avait le télégraphe qui était pas mal développé.
et le telex aussi, qui avait fait son apparition. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors, pour les anciens, quand vous étiez jeune, de dépêches qui arrivaient par telex, ben voilà, ça c'est une technologie qui avait daté de l'époque. Pour stocker l'information, ben, il y avait les cartes perforées, qui marchaient très bien. Pour encoder le son, il y avait les techniques PCM, dont Shannon parle dès le début de son article, qui marchent super bien pour encoder la voix, par exemple. Et pour encoder du texte, ben, il y avait des codes comme le code Morse qui était utilisé pour le télégraphe ou le code Baudot qui était utilisé pour le telex. Et quand vous vouliez faire appel à des nombres aléatoires, ben, vous consultiez une table de nombres aléatoires. Donc on va un petit peu regarder ça. Donc le télégraphe, en gros, c'est le digne successeur du sémaphore romain où on envoyait des messages en brûlant des feux au sommet de tours. Donc là, c'est la version électrique. Et télégraphe, c'est juste une technologie qui permet d'envoyer des impulsions courtes, les dots, et des impulsions longues, donc les tirets, donc des points et des tirets. Alors avec des points et des tirets, on ne peut pas forcément raconter sa vie. Et donc il y a besoin d'un code pour ça. Et le code classique, c'est le code Morse. Donc, il y en a qui disent que c'est Samuel Morse qui l'a inventé, d'autres qui disent que c'est Alfred Vail qui l'a inventé. En fait, ils travaillaient ensemble. De ce que j'ai compris de la page Wikipédia, en fait, ils avaient une sorte de start-up à deux. Et Samuel Morse, c'était le commercial en fait de la start-up. C'est lui qui allait voir le congrès pour avoir des financements, des choses comme ça. Et Alfred Vail, c'était lui qui disait tiens, et si on utilisait des points et des tirets tiens, et si les lettres courtes, on faisait en sorte qu'elles aient un code plus court que les autres. Donc en gros, tout le boulot technique, ça a l'air de venir de Alfred Vail, mais c'est Morse qui a fait la com, et donc à l'arrivée, c'est devenu le code Morse. À noter que par rapport à la description du code international que vous avez là, où il y avait en particulier voilà, les longueurs associées aux points, aux tirets et aux espaces, Shannon propose un modèle qui est quasiment identique. Il y a juste une différence pour les espaces entre lettres. Shannon recommande 3 unités, ce qui fait en fait 4 unités si on tient compte de l'unité qu'il y a toujours après un tiret ou un point. Et alors que le code officiel recommande 3 unités. Donc en fait, il y a une différence de 1 là, mais sinon, c'est quasiment la même chose qu'il propose. Alors, le telex. Le telex aussi, c'est assez rigolo. C'était une manière d'envoyer des messages de manière un peu plus automatique qu'avec le Morse. Et donc là, l'idée, c'est que le système telex fonctionne par des séquences de 5, 0, 1. Donc, c'est des lignes de 5, 0, 1. Et typiquement, pour faire du telex, il y a une machine, un clavier. Donc, on tape sur une touche et ça va perforer, ça va faire des trous, jusqu'à 5 trous sur différentes lignes. Et c'est comme ça qu'on crée un code telex. Et donc, les trucs, typiquement, étaient mis en ruban. Et ces rubans-là, après, étaient utilisés pour faire une transmission électrique. Je n'ai pas regardé le détail, mais c'est le genre de principe. Voilà. Ça, c'est des vrais rubans telex. Et tout comme des points et des tirets, bon, c'est pas génial pour communiquer en langage naturel. Des trous sur un ruban, c'est pas non plus génial, et donc il faut une petite pierre de Rosette. Et là, c'est le code Baudot. Donc pour le coup, ça a vraiment été inventé par Émile Baudot. Pour info, c'est le nom Baudot a donné lieu à l'unité de mesure BOD, en fait. Et donc, comme je vous disais, chaque ligne a 5 trous possibles. Donc, ça nous fait 32 caractères possibles. Mais avec 32, par exemple, on ne peut pas faire les lettres de l'alphabet et les chiffres. Donc, en fait, il fallait trouver une technique pour arriver à avoir un peu plus de 32. Et Baudot a fait ça en rajoutant en assignant deux des codes, en fait, à des équivalents de caps lock. Donc, c'est les codes figs et letters. Donc, quand on envoie un code letters, ce qu'on va envoyer, c'est une lettre. Enfin, c'est les touches là jaunes. Voilà, c'est un truc jaune. Et quand on appuie sur figs, en fait, ce qu'on va envoyer, correspond au code bleu. Donc, une lettre ou un symbole, quelque chose comme ça. Il faut savoir aussi qu'il y a des caractères qui étaient assez rigolos, mais qui étaient prévus dans le code Baudot. Par exemple, Inc, c'est inquiry. En fait, c'est un caractère qui demande à la personne en face de spécifier qui elle est. Voilà, s'il y avait un des caractères qui est dis-moi qui tu es, toi.
À qui est-ce que je parle? Il y a aussi le caractère bell. Donc c'est bell comme une cloche. En fait, c'est un caractère qui faisait sonner la machine en face. Voilà, c'est pas un caractère qui servait à être retranscrit, mais à faire sonner la machine en face, typiquement pour dire attention, tu as reçu un telex. Et donc ce code-là, en fait, est le prototype et l'ancêtre du code ASCII, puis après de UTF-8 et autres. C'est après, voilà, si vous avez été là au Reading Group Workshop Python, vous savez de quoi il retourne. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des tables de nombres aléatoires, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez rigolo. Donc là, à gauche, vous avez une copie du protocole qui était utilisé pour générer les tables aléatoires que Shannon avait utilisé pour son article. Donc, je vous fais le topo. Vous faites un disque en carton que vous avez essayé, enfin, le mieux possible de découper en 10 tranches égales, avec les nombres de 0 à 9. Vous mettez ça sur un moteur électrique et vous faites tourner. Vous placez ça dans le noir et vous mettez un néon qui va être donc alimenté par un circuit électrique, mais ce circuit électrique, à un moment donné, en fait, passe par une feuille de papier sur laquelle vous avez jeté des mines de crayons de manière un peu aléatoire. Et donc, ces mines de crayons, parfois, elles percolent et donc ça fait fonctionner le circuit, puis parfois, elles ne percolent pas. Donc, vous faites ça, vous mettez vos mines de crayons avec un stylo tenu de la main gauche. Vous vérifiez que, vous déconnectez le circuit des crayons. Puis, sans regarder ce que vous faites, vous allez bouger tout doucement votre stylo le long des crayons, le long de votre Mikado de crayon. Et de temps en temps, ça va créer des contacts. Les contacts vont charger un condensateur qui, à un moment donné, vont créer une impulsion électrique au sein du néon qui va générer un flash. Et donc là, vous allez avoir une image stroboscopique de votre disque qui tourne, qui va vous permettre de repérer un numéro, un peu comme dans la roue de la fortune. Voilà, ça va flasher sur un numéro, et donc vous choisissez ce numéro. Et vous recommencez, c'est-à-dire vous déconnectez votre circuit, vous purgez votre condensateur, et vous recréez un système comme ça. Donc ça, c'était Kendall et Smith, c'était comme ça qu'ils ont créé leur table de nombres aléatoires. Il y avait d'autres manières de jouer. Par exemple, d'autres tables étaient faites avec des tables de logarithmes. Donc en gros, l'idée, c'est qu'une table de logarithme, il y a plein de chiffres dedans. Et les chiffres loin après la virgule sont relativement aléatoires. Et donc, en fait, vous allez jouer aux cartes, et en jouant aux cartes, vous allez choisir au hasard une page d'une table de logarithme, puis au hasard une décimale dans les décimales profondes de cette table, et c'est comme ça que vous allez faire votre génération de nombres aléatoires. Donc tout ça a été très long, évidemment, et avec une qualité qui était raisonnable, mais ce qui est intéressant, c'est que la qualité, si j'ai bien compris les articles que j'ai lus, n'était pas totalement parfaite. C'est-à-dire, quand on analyse les propriétés statistiques de ces tables, c'est pas fort. Enfin, il y a des tests de randomitude, désolé pour le néologisme, qui ne passaient pas, voilà, qui ne passent pas. Mais malgré tout, en première approximation, c'est quand même, pour l'époque et pour les efforts fournis, voilà, c'était pas mal quand même. Quoi d'autre avant d'attaquer la partie technique? Donc, Shannon, a priori tous les gens des Bell Labs le savent, a travaillé au Bell Labs, surtout dans la première partie de sa carrière. Ces articles fondamentaux ont été publiés au Bell Labs Technical Journals. Il y a d'ailleurs une copie originale qui doit traîner quelque part à Villars-Sault dans la cuisine, si elle n'a pas été volée. Et par exemple, au départ, les gens les Bell Labs étaient vraiment à New York, voilà, d'où mon image de fond. Et quand ils ont déménagé à Murray Hill, ils ont en fait recréé une copie du bureau de Shannon tel qu'il était à Murray Hill. Donc cette copie existait encore l'an dernier. Alors hélas, il semblerait que l'aile où le bureau de Shannon reconstruit se situe va bientôt être détruite, donc bientôt il n'y aura plus ça. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment cette photo que vous voyez là, avec un petit buste en carton de Shannon et son bureau dans l'état où il était. Donc ça, c'était vraiment pour une mise en contexte. Et maintenant, on va commencer à parler de théorie mathématique de la communication, et en particulier au problème de la communication. Donc,
Pour Shannon, ce qui était vraiment important, c'est d'avoir une image simple et assez universelle de qu'est-ce que c'est la communication, avec une définition simple. Donc la définition de Shannon, c'est communiquer, c'est reproduire à un point donné un message qui a été sélectionné à un autre point. Avec la reproduction peut être exacte ou imparfaite. Et pour faire ça, Shannon dit qu'en fait, on peut toujours supposer qu'on a ce diagramme-là, avec donc une source d'information qui produit un message. Ce message passe par un transmetteur qui va le convertir en un signal qui va être propagé. Ce signal peut être altéré éventuellement par du bruit, mais à la fin, il va être reçu. Et donc là, un récepteur va faire l'opération inverse du transmetteur et fournir le message à sa destination. Donc voilà. Donc l'information même, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être une séquence de caractères, ça peut être une fonction du temps, ça peut être du son, ça peut être de l'image, ça peut être un peu tout ce qu'on veut. Le transmetteur, donc son objectif, c'est de trouver un encodage, une conversion. Donc ça peut être vraiment un système de compression, parce que, voilà, si on fait du MP3 ou du ZZIP, ou une adaptation aux caractéristiques du canal de transmission, quand on doit faire une conversion en signaux électriques et autres. Donc le canal de transmission représente la transmission physique d'un point à un autre. Le récepteur est l'appareil qui fait la fonction inverse du transmetteur, et la destination est la personne ou la machine à qui le message est supposé être transmis. Voilà, donc là c'est un petit commentaire personnel à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est très très rare d'être de manière vraiment pure et monolithique dans les conditions du diagramme de Shannon. Voilà, aujourd'hui, c'est pas juste un transmetteur et un récepteur. Généralement, c'est des séquences, alors soit vraiment à la queue leu-leu, par exemple quand vous faites des suites de conversion électro-optique, quand vous transmettez un message sur un réseau, ou c'est des séquences hiérarchiques. Donc encore une fois, je vais m'adresser à ceux qui étaient là au workshop Python des éditions précédentes. Bah, ne serait-ce que quand vous envoyez, quand vous récupérez une page HTTP, en fait, vous avez un texte qui est transformé en bytes, qui est lui-même transformé en bytes compressés avec gzip. Tout ça est envoyé sur les différentes couches du réseau. Donc là, vous avez d'autres protocoles qui rentrent en compte, qui chacun vont faire leur propre système de transmission et de décodage. À la fin, vous avez à nouveau une étape de gzip pour décompresser, ce qui vous fait récupérer des objets bytes que vous convertissez à nouveau en texte. Donc en fait, le truc est vraiment très très hiérarchisé. Mais ce qui est important, c'est que malgré tout ça, en fait, quitte à choisir vraiment l'endroit où on se place, quitte à choisir la fenêtre temporelle où on se place, à choisir un bon niveau d'abstraction et un bon niveau d'agrégation, en fait, on peut toujours se ramener à un diagramme simple, voilà, quitte à, encore une fois, se placer au bon niveau. Et aussi, une des intuitions que je me suis forgée en lisant l'article de Shannon, c'est que la frontière, par exemple, entre qu'est-ce qui fait partie d'un canal et qu'est-ce qui fait partie d'un transmetteur, quelquefois, c'est un peu à vous de la définir, et c'est à vous de trouver la bonne manière de la définir. Donc, des fois, c'est très clair, et des fois, vous pouvez choisir, en fait, qu'est-ce qui vous arrange entre une solution ou une autre. Il y a vraiment une grande, grande flexibilité dans l'approche de Shannon. Donc, communication. En fait, là, on va commencer par s'intéresser au canal de communication et au problème de savoir comment est-ce qu'on peut quantifier la quantité d'informations qui peut passer sur un canal. Et pour ça, en fait, il y a un point qui est très important dans la définition de Shannon, c'est la reproduction d'un message qui est sélectionné. Et là, il y a quelque chose qui est très important, c'est que pour Shannon, l'information doit dépendre des possibilités qui sont offertes au moment de la création du message, c'est-à-dire quel est l'ensemble des messages possibles. Donc, par exemple, si vous avez un système où les seuls messages possibles sont oui ou non, vous ne pouvez envoyer rien d'autre que oui ou non, en fait, vous avez une quantité d'informations qui est vraiment minimaliste. À l'inverse, quand vous avez
un livre, par exemple, quand vous transmettez un livre, vous avez énormément d'informations parce qu'en fait, il y a pas une infinité, si on travaille sur un livre de longueur finie, mais il y a un nombre énorme de combinaisons de caractères qui peuvent former un livre qui sont possibles. Donc la quantité d'information est énorme parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Et donc, partant de ça, Shannon dit, si on veut une mesure d'information, en fait, il faudrait une fonction qui soit croissante et monotone en fonction du nombre de messages que l'on aurait pu envoyer. Donc ce nombre de messages, on va l'appeler n. Et la proposition de Shannon, c'est de dire, en fait, on va prendre le logarithme en base 2 de n, et ça va être ça, notre mesure. Alors j'en vois déjà qui vont dire, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas juste n? Eh bien en fait, justement, c'est très important ça. Pourquoi est-ce qu'on prend du logarithme? En fait, c'est quelque chose qui est totalement naturel si on réfléchit à qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous ajoutez un bit dans un registre. Comme dirait Shannon, si vous ajoutez un interrupteur dans un relais. En fait, vous allez doubler le nombre d'états possibles, donc le nombre de messages possibles, le nombre de possibilités. Mais en fait, vous avez envie de dire que vous avez rajouté que un bit, justement. Ou si vous considérez deux cartes perforées, avec deux cartes perforées, le nombre de messages que vous pouvez encoder est en fait celui d'une simple carte perforée élevé au carré. Et donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est on voit un petit peu le morphisme de l'addition vers la multiplication qui se met en place, et on voit que si le truc de base, c'est le nombre d'états, le nombre de messages possibles, on veut mettre un log pour, pour transformer doubler en plus 1, fois 2 en plus 1, et pour transformer au carré en fois 2. Et également, comme Shannon le dit lui-même, il y a une raison très pragmatique, c'est qu'en fait, si vous faites le log, il y a plein de formules qui après vont être relativement simples à gérer, et donc pourquoi s'embêter? Alors après, pourquoi le log en base 2? En fait, j'ai quasiment déjà répondu dans les exemples précédents. En fait, la valeur minimale intéressante pour n, c'est 2. Vous pouvez choisir entre oui ou non. Si vous n'avez qu'une option, vous n'avez pas de choix, donc l'information sera 0. Voilà, donc le nombre minimal, c'est 2. Et justement, comme c'est le quantum minimum d'informations que vous pouvez envoyer, vous voulez que ce soit l'unité. Et donc, vous voulez que le logarithme pris sur 2 renvoie 1. Et donc, vous allez prendre le log en base 2. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, en fait, je ne vais plus mettre le 2. Le log désignera toujours le logarithme binaire. Et donc, à partir de là, on s'intéresse à la capacité d'un canal de communication. Et en fait, c'est tout simplement, donc, quand on regarde la limite quand le temps va à l'infini, quel est le nombre de messages que ce canal aurait pu produire? On prend le log, on divise par t, et ça nous donne la capacité de ce canal. Une formule très simple et relativement naturelle, finalement. Donc, un premier exemple, je vais prendre l'exemple du telex. Et donc là, le canal, on va dire que c'est une séquence de lignes perforées. On ne va pas se préoccuper de la manière exacte dont physiquement les lignes perforées sont transmises, mais on va considérer que c'est ça le canal. Et donc, on va supposer que notre telex est capable de transmettre n lignes perforées par seconde. Et du coup, c'est assez facile de calculer qu'en fait, le nombre de messages possibles, pendant une durée t, c'est 32 exposant nt. Et donc, si on prend le log et qu'on divise par t, on trouve une capacité de 5n bits par seconde. Ce qui est naturel, puisqu'on avait vu qu'une ligne était composée de 5 trous possibles. Donc, tout est bien, on retrouve bien la formule telle qu'on l'avait, la formule est naturelle. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ces unités-là, les bits par seconde, qui sont devenus plus tard les bots, en fait, pour la petite histoire. Et c'est pour ça que ceux qui se souviennent des modems, voilà, avec une capacité de 54 kilobots, en fait,
on est vraiment dans la succession du telex. Alors maintenant, on va être un peu plus rotor. On va regarder le télégraphe. Donc, dans le télégraphe, le canal, en fait, lui, ce qu'il peut envoyer, c'est des points, donc 2 unités de temps, c'est-à-dire j'émets et je fais un silence, des tirets en 4 unités de temps, donc je parle pendant 3 unités de temps, puis je fais un silence, des espaces de lettres en 3 unités de temps et des espaces de mots en 6 unités de temps. Et là, par rapport au telex, on a un petit problème, c'est que du coup, il y a des symboles qui vont occuper le canal pendant plus longtemps que d'autres. Et du coup, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on résout ça. Et alors, pour ceux qui ont des souvenirs des espaces de suite récursive, en fait, la solution est assez simple. N de t se calcule récursivement, en fait, en prenant en compte quel est le dernier type de symbole qui a été émis. Donc, N de t, si le dernier symbole émis était un point, en fait, donc on a un point, et puis après, ce qu'il y avait avant, c'est N de t-2. Si c'était une espace de lettres, en fait, ce qui a été émis avant, c'était N de t-3. Si c'était un tiré, c'était N de t-4. Et si c'était une espace de mots, c'était N de t-6. Donc, on a ainsi une petite équation récursive. Alors, je ne vais pas vous faire toute la tambouille, mais voilà, on sait que ces trucs-là se comportent comme une suite géométrique de rayons alpha, où alpha est la plus grosse racine d'une équation caractéristique liée à l'équation de récursion. Donc là, par exemple, hop, pour calculer. Et voilà, et donc on a comme ça une capacité du canal qui est calculée par la formule, qui est de à peu près 0,6 bits par unité de temps. Voilà, donc moins de 1 en particulier. Alors, à noter que en fait, le télégraphe, c'est pas juste une séquence arbitraire d'espaces de lettres et de mots, de points et de tirets. En fait, il y a des règles. Et par exemple, dans l'article, Shannon dit une des règles, c'est que quand on a une espace, la suite, c'est forcément un tiret ou un point. Ça ne va pas être une autre espace. Et donc, du coup, il a ce petit automate à 2 états, suivant qu'on ait fait une espace ou pas. Et donc, quand on n'a pas fait d'espace, quand on vient d'un tiret ou d'un point, en fait, on peut faire des tirets, des points ou des espaces. Mais quand on a fait des espaces, on peut faire uniquement un point ou un tiret. Alors, il donne une méthode générale pour résoudre ce genre de situation. Donc, en particulier, il faut construire un automate, calculer les déterminants. Donc, ça se fait. Là, pour ce cas précis, juste, je vous montre comment est-ce que manuellement, on peut trouver la formule. Donc, c'est le même système. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc, est-ce que le dernier symbole, c'était un point ou un tiret? Là, en fait, il n'y a aucune contrainte. Donc on garde n de t-2 et n de t-4. Par contre, si on avait une espace de lettres, ça veut dire forcément qu'avant, on avait point ou tiret. Donc, espace de lettres, c'est 3, point, c'est 2. Donc, on a n de t-5, c'est-à-dire une espace, mais avec avant un point. Et 3 plus 4 égale 7. Ça, c'était donc quand on avait une espace de lettres, mais avec avant un tiret. De la même manière, une espace de mots, c'est 6 unités de temps. Et là, forcément, avant, c'est un point, donc t-8, ou un tiret, donc t-10. Donc, ça donne une équation un peu plus compliquée. Oui. Je ne comprends pas, en fait. Il y a de l'écho. Bon, enfin bref. En fait, comment tu obtiens cette formule? Parce que là, on dirait que tu as une formule par récurrence. Il n'y a pas d'initialisation. Alors, l'initialisation, en fait, tu imagines que tu pars d'un signal vide infini. Enfin, mais sur une formule de récurrence, sauf si ton initialisation te fait atterrir sur un sous-espace orthogonal à la valeur propre principale, généralement, quelle que soit l'initialisation, tu vas avoir le même comportement. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
pense à Fibonacci. Fibonacci, voilà, si tu décris n de t égale n de t moins 1 plus n de t moins 2, tu sais que sauf si vraiment tu te places dans la direction de la valeur propre mineure, tu vas avoir une progression géométrique de tes valeurs. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Plus ou moins. Voilà. Donc oui, il y a une initialisation. Normalement, elle ne va pas t'exploser la figure. Je pense qu'en particulier, si tu prends que des valeurs positives au début, elle te... Voilà. Et il n'y a pas d'incrément? Ben non, le nombre de messages à l'instant T dépend du dernier symbole que tu as eu et après du nombre de messages qui ont pu être émis avant l'émission de ce dernier symbole. Et donc là, la différence, c'est à cause de la règle, on doit, sur les espaces, s'intéresser aux deux derniers symboles. Les termes 5, 7, 8 et 10 correspondent respectivement donc à une espace de lettres suivi d'un trait, enfin précédé d'un trait ou d'un point, et à une espace de mots précédé d'un point ou d'un trait, pardon. En fait, naïvement, moi, j'aurais dit que c'était ta formule plus éventuellement un message supplémentaire. À l'instant T. Non, non, là on s'intéresse juste en fait aux séquences de symboles qui sont produites. Okay. Voilà. Et le fait que la formule est plus complexe ici est dû au fait qu'on a rajouté la règle après une espace, c'est forcément un point ou un tiret. En particulier, donc, on peut résoudre l'équation. Et donc là, vous avez le nombre qui est dans l'article de Shannon, puisque c'est ce qu'il avait utilisé. Là, vous avez une capacité qui est de 0,54, pardon. Et donc, en fait, vous êtes passé de 0,6 si toutes les combinaisons étaient possibles à 0,54 en rajoutant cette règle-là. Alors, il faut savoir que Shannon ne l'a pas fait, je pense, parce que c'était juste trop embêtant à calculer. Mais en fait, même quand vous faites du télégraphe, il y a encore plus de règles que ça. Par exemple, dans le code que vous avez vu, en fait, vous n'autorisez jamais plus de 5 impulsions consécutives. Quand je dis impulsion, c'est un point ou un tiret. Donc ça, c'est aussi une règle. Et également, en fait, c'est pas toutes les 62 possibilités qui sont autorisées. En fait, il n'y a que 36 possibilités de 5 impulsions au moins qui font partie du code Morse. Donc le reste est vide. Et donc avec tout ça, en fait, on pourrait calculer exactement la capacité du canal. J'avoue que moi non plus, je ne me suis pas senti de le faire exactement. Si quelqu'un a envie de passer un peu de temps, ça peut se faire. Mais au doigt mouillé, en regardant justement qu'est-ce qu'il y a écrit, je soupçonne que ce doit être un petit peu moins de 0,5 bits par unité de temps. D'ailleurs, une transition très importante. C'est en fait, quitte à changer un petit peu le focus de notre diagramme de Shannon, le telex et le télégraphe, quelque part, on peut s'imaginer qu'ils reposent sur un même canal abstrait commun, qui est juste une succession de 0 et de 1. Donc, dans le cas du télégraphe, les 0 et les 1, c'est des silences et des périodes de bruit. Et dans le cas du telex, c'est des trous ou des non-trous. Et par contre, si on reprend la formule de capacité, ben, on voit que le canal telex, c'est-à-dire notre canal abstrait, plus le code telex, conserve une capacité de 1, mais le canal Morse, c'est-à-dire le canal abstrait associé au codage Morse, a une capacité plus petite. Et donc, il y a cette espèce de sensation, voilà, que quand on fait du Morse, est-ce qu'on ne gaspille pas un petit peu des ressources? Et on voit aussi que quelque part, les caractéristiques du message, c'est-à-dire là maintenant, dans cette abstraction-là, on voit le telex, enfin le Bodo et le Morse comme des messages. On voit que les caractéristiques du message ont un impact sur la quantité d'information et que quand on a des règles, en fait, ces règles réduisent l'information. Et donc, ceci était une manière de faire une transition fine et subtile vers le problème des sources qui sont vraiment la suite logique de l'étude du canal. Donc, on est toujours dans ce problème de quantifier les informations. Et pour le canal, on avait commencé avec cette définition informelle qui était l'information, c'est quelles sont les possibilités.
c'est choisir parmi des choses possibles. Le petit exemple du télégraphe a fait qu'on pouvait se demander si l'information, ce n'est pas juste une combinaison de possibilités et de règles. Et en fait, Shannon propose quelque chose alors, qui contient cette approche-là, mais qui est en fait beaucoup plus puissant, qui consiste à dire que l'information, c'est un mélange de possibilités et de probabilités. Alors là, je m'excuse par avance auprès des statisticiens et des probabilistes. Je vais de manière un peu équivalente parler de statistiques et de probabilités. Je sais que je fais une grosse bêtise en faisant ça, donc mes excuses par avance. Mais Shannon le faisait tout le temps dans l'article, en tout cas, donc je vais le faire aussi. Et donc Shannon dit ça, l'information, c'est des possibilités et des probabilités. Et du coup, en fait, pourquoi on fait ça? Pour pouvoir exploiter en fait ces probabilités. En particulier, le fait d'avoir décidé que la lettre la plus courte en morse, ça serait le E, c'est pas un hasard, c'est parce que le E, c'est la lettre la plus fréquente en anglais, et donc ça va permettre un petit peu de gagner du temps. Ou un exemple que dit Shannon, c'est les compagnies de télégraphie avaient souvent pour leur transmission des petits, alors aujourd'hui on appellerait ça des tiny URL ou des choses comme ça, avaient des codes constitués de lettres, des mots qui n'existaient pas dans le dictionnaire, qui avaient pour but de dire attention, ça c'est une formule de remerciement, ça c'est une formule d'anniversaire, et donc après l'opérateur décompressait ça de l'autre côté. Et donc derrière toutes ces idées, en fait, on voit déjà apparaître les racines, les prémices de ce qui allait devenir tous les algos de compression modernes. Tout ça est basé sur ce genre de considération. Donc une source. Qu'est-ce que c'est qu'une source? En fait, c'est juste une entité qui est capable de délivrer des messages. Pour faire simple, on va dire de longueur arbitrairement longue, et un symbole après l'autre. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder, pas forcément un message donné en tant que tel, mais tous les messages qu'une source aurait pu envoyer. Et quelles sont les probabilités que la source ait envoyé un message donné parmi ceux qu'elle aurait pu envoyer. Donc en faisant ça, en fait, une source, c'est un générateur stochastique de symboles. C'est une machine à générer des symboles de manière un peu aléatoire. Alors, ce truc-là, quelque part, on peut dire que les messages qui sont utilisés dans la vraie vie, on peut considérer que c'est une sorte de source stochastique. Il n'y a pas de problème à dire, oui, il y a des messages qui auraient pu être émis. Le seul problème, c'est que du coup, en fait, une définition vraiment précise et vraiment formelle de c'est quoi le processus stochastique sous-jacent, c'est quasiment impossible à réaliser et c'est quasiment impossible à calculer. Et ce que propose Shannon, c'est de dire, d'accord, la réalité réelle, on ne pourra jamais vraiment la faire proprement. Mais par contre, Shannon dit qu'en fait, il existe des systèmes stochastiques artificiels assez simples qui peuvent approximer en fait les sources que sont le langage réel de la vraie vie. Et grâce à ces procédés stochastiques simples, on va pouvoir faire des calculs, faire des analyses. Donc, quelques petits exemples. Par exemple, si on veut créer des messages, on peut supposer que je choisis des lettres au hasard. Alors, quand je dis lettres, j'en compte 27 avec les espaces. Et voilà, je vais balancer une suite de lettres choisies au hasard. Après, on peut dire que ce serait peut-être intéressant de faire ça suivant leur fréquence. Par exemple, on sait qu'il y a plus de E normalement dans la langue anglaise. Donc, on va peut-être avoir une probabilité plus forte de renvoyer des E. Et puis ensuite, en fait, les lettres ne sont pas indépendantes les unes des autres. Par exemple, quand il y a un T, la probabilité d'avoir un H qui suit un T, c'est un peu plus importante que si ce n'est pas un T qui est avant, parce que TH est un digramme assez commun. Donc on peut peut-être considérer ça dans notre manière de générer. On peut peut-être regarder quelles sont les 2 dernières lettres qui ont été émises afin de pouvoir générer le message. Puis pourquoi utiliser des lettres? Pourquoi pas carrément utiliser des mots et générer des mots qui existent dans la langue anglaise, en considérant à quel point ces mots sont fréquents dans les textes anglais, et voir à quel point ils sont fréquents en tenant compte du mot qui a été émis précédemment. Donc voilà, Shannon propose ces
différentes approximations et il propose même de le réaliser. Et donc voilà, il fait comme ça un système. Donc là, vous avez qu'est-ce qui se passe si je prends des lettres au hasard avec les espaces? Qu'est-ce qui se passe si je prends des lettres, mais en respectant leur probabilité? Donc vous voyez qu'il y a un peu plus de E qui apparaissent quand même. Là, on va non seulement respecter la probabilité, mais on va tenir compte de la lettre précédente. Donc là, on commence à avoir des choses qui sont à peu près presque prononçables, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Là maintenant, chaque lettre est émise en tenant compte des 2 caractères précédents. Donc là, on a un petit peu amélioré le système, c'est un peu plus facile. Là, il fait une suite de mots, mais les mots sont choisis chacun indépendamment les uns des autres. Et là, il fait une suite de mots où chaque mot est choisi en fonction du mot qu'il précède. Voilà. Donc, petite remarque là-dessus, pour faire ça, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a utilisé des tables aléatoires, en particulier pour les 2 premiers exemples, il y allait au générateur de nombres aléatoires. Et pour procéder par la suite, en fait, ce qu'il a fait, alors il a toujours utilisé des générateurs aléatoires, mais comme il n'avait pas envie de regarder en permanence quelle était la probabilité des mots ou des séquences de trigrammes, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait pris un gros bouquin, alors je ne sais pas quel était ce bouquin en question, et en fait, ce qu'il faisait, c'est à coup de nombres aléatoires, il choisissait une lettre ou un mot au hasard sur une page. Et en fait, ensuite, par exemple, imaginons qu'il choisisse un mot, il choisit un mot, voilà, il choisit the. Après, il reprend une autre page choisie aléatoirement. Il parcourt la page jusqu'à trouver le mot the. Et là, il prend le mot qui suit le mot the, typiquement head. Puis après, hop, il reprend une page, il lit le texte jusqu'à arriver au mot head. Là, il prend le mot qui suit, donc là, c'est and, et il continue comme ça, et il continue comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il a fait les derniers exemples. Et comme il dit lui-même, ça serait intéressant de voir si le truc devient encore meilleur quand on augmente l'approximation. Mais honnêtement, c'est beaucoup de boulot. Et enfin, voilà, quand on voit le temps nécessaire pour réaliser ces séquences-là avec les moyens de l'époque, c'est clair que c'est monstrueusement chronophage, alors qu'aujourd'hui, on fait ça en claquant des doigts. Mais voilà, c'est quand même, encore une fois, une petite vue dans le passé qui est assez intéressante. Donc, concrètement, tout ça, est-ce qu'il y a une manière facile de modéliser ça? Là, je vous ai parlé de, voilà, de tenir compte de ce qui s'est passé sur les lettres précédentes. En fait, il y a un modèle très généraliste pour ça, c'est les sources markoviennes. Donc, vous avez un système à n états. Et à chaque état, vous allez associer en fait 2 probabilités. Alors, parfois, Shannon les confond, mais pour faire simple, 2 probabilités. La probabilité d'aller de l'état I vers l'état J, et la probabilité d'émettre le symbole S. Donc là, par exemple, cet exemple-là, tiré de Shannon, est un exemple où vous avez 3 symboles possibles, A, B, C. Donc là, pour le coup, les symboles et les états sont associés. Donc en fait, cet état-là est l'état correspondant à A, cet état-là est l'état correspondant à B, cet état-là est l'état correspondant à C. Et en fait, quand vous êtes dans un état, ben, par exemple, si je viens d'écrire la lettre C, avec une probabilité 1 sur 10, je peux refaire un C. Avec une probabilité 1/2, je peux écrire un A. Et avec une probabilité 4 dixièmes, je peux écrire un B, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est le principe général pour faire une source markovienne. Une propriété intéressante, alors je vais vraiment y aller de manière très très rapide parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour raconter vraiment tous les détails là-dessus, c'est la propriété d'ergodicité. Donc ergodicité, c'est quelque chose qui est vérifié si notre source markovienne a les conditions de Fréchet. Alors j'ai découvert le nom de Fréchet en lisant l'article de Shannon. En fait, je les connaissais sous le nom de Perron-Frobenius personnellement. Et ces conditions-là, c'est votre graphe. En fait, vous voulez qu'il soit fortement connecté et vous voulez qu'il n'y ait pas de période, c'est-à-dire que le plus petit commun ou le plus grand commun diviseur. Mais ça, vous voulez que le plus grand commun diviseur des cycles qui existent entre graphes, ça soit 1. Et en fait, quand vous avez un système comme ça qui est ergodique, très grossièrement, ce que ça veut dire, vous allez avoir une homogénéité statistique très très forte. En particulier, vous allez avoir un unique point d'équilibre entre les états qui définit en fait des probabilités de transition entre les états. Donc chaque état possède
une probabilité pour d'être dans cet état intrinsèque, qui est la somme pondérée des probabilités des états qui pointent vers l'état considéré par la probabilité de transition. Et ce qui est aussi super intéressant dans des systèmes ergodiques, c'est qu'avec très forte probabilité, quand vous avez une séquence, donc quand vous instanciez une séquence de symboles, en fait, cette séquence va porter en elle toutes les caractéristiques de votre chaîne de Markov. Voilà. Alors, ergodicité, alors même si les cas difficiles sont ceux qui ne sont pas ergodiques, mais Shannon considère, et j'ai tendance à être d'accord avec lui sur le coup, que la plupart des systèmes réels sont ergodiques. En tout cas, pour le système fini, c'est clairement le cas. Et seule ambiguïté possible, c'est qu'est-ce qui peut se passer si votre graphe n'est pas fortement connecté. Et dans ce cas-là, en fait, on a une espèce de mixture de systèmes ergodiques basés sur les différentes composantes connectées terminales de votre graphe. C'est ce qu'on appelle une source mixte. Un exemple typique, par exemple, vous imaginez que votre source peut émettre en anglais ou en français, mais qu'une fois qu'elle a choisi une langue, en fait, elle s'y tient. Et donc là, vous avez comme ça un système qui ne va pas être ergodique, qui va être mixte, où globalement, il y a la décision de la langue d'émission du message, puis après le message en question qui, lui, est ergodique. Et donc, ce qu'il faut retenir, encore une fois, je ne parle pas de la science et des maths profondes derrière, mais retenez cette idée que toutes les propriétés statistiques du langage, en première approximation, on peut les représenter par une source markovienne, et que si cette source émet un message suffisamment long, ce message va avoir les propriétés statistiques de la source. Voilà, donc maintenant, juste je regarde vite fait l'heure. Ah bon, si quelqu'un peut me dire l'heure, pas de moyen facile d'avoir. Ok, merci. Donc maintenant, je vais vous parler de l'entropie. Donc l'entropie, pour commencer, on va regarder, considérons une distribution de probabilité, c'est-à-dire, voilà, vous avez n événements possibles, chacun avec une probabilité P1 jusqu'à Pn. Et donc l'entropie, c'est pareil, c'est une mesure d'information, et en fait, quelles sont les propriétés qu'on voudrait avoir? On voudrait que ce soit une mesure d'information qui soit continue, c'est-à-dire que si on déforme très légèrement les PI, on voudrait que H soit déformé de manière continue. On voudrait une forme de monotonicité. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une distribution uniforme de taille N1 et une distribution uniforme de taille N2, donc voilà, dans un cas, vous avez à choisir entre N1 possibilité, dans le cas, vous avez à choisir entre N2 possibilités, de manière uniforme dans les deux cas, ben, votre mesure, vous voudriez, comme il y a plus de possibilités dans le deuxième cas, vous voudriez que le H de la deuxième probabilité soit plus grand que le H de la première. Et ensuite, vous voulez avoir une propriété d'associativité. Donc l'exemple qu'il donne, c'est, voilà, imaginons que vous avez la distribution 1 demi, 1 tiers, 1 sixième. Donc voilà, premier choix avec probabilité 1 demi, deuxième choix avec probabilité 1 tiers, troisième choix avec probabilité 1 sixième. Vous voulez que ça soit égal à H de 1 demi, plus 1 demi de H de 2 tiers, 1 tiers. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, hop, un petit dessin va expliquer tout de suite. Voilà, ça c'est votre distribution, 1 demi, 1 tiers, 1 sixième. Cet objet-là, ce choix entre ces trois options, vous pouvez le décomposer. Vous pouvez dire, OK, soit je choisis la première option avec probabilité 1 demi, soit je choisis la deuxième avec probabilité 1 demi, et dans le cas où je choisis la deuxième, soit je choisis la première option, soit je ne la choisis pas, et si je ne choisis pas la deuxième option, alors avec probabilité 2 tiers, je choisis l'option 2, et avec probabilité 1 tiers, je choisis l'option 3 avec 1 sixième. Donc ça, c'est une expérience de pensée, mais à l'arrivée, la distribution que vous avez est exactement la même, et donc, en termes de mesure d'information, quand vous faites tout d'abord le découpage en deux possibilités, puis quand vous êtes dans le deuxième cas avec probabilité 1 demi, le découpage en deux autres possibilités, ben, vous voulez que l'information soit la même. Et donc, c'est de là que vient cette formule-là. Voilà, quelle que soit la manière dont vous découpez votre distribution, en fait, vous gardez la même mesure d'information. Et en fait, ben, y a un théorème qui dit qu'il y a une seule manière de faire ça, c'est d'utiliser la somme des PI log de PI. Alors je précise tout de suite avec la convention qui est 0 log de 0 égale 0.
voilà, pour éviter les problèmes. Et vous avez le choix d'une constante K, mais sinon, vous êtes obligé d'avoir un H de cette forme. D'ailleurs, pour information, le nom de la variable H et le terme entropie, en fait, c'est quelque chose qui vient de la physique statistique et de la thermodynamique. Et voilà, c'est eux qui ont proposé la formule en premier. Et comme Shannon s'est rendu compte que c'était exactement la même formule, il a voulu reprendre les mêmes termes. Donc en particulier, l'entropie est perçue comme une mesure d'incertitude. Alors en physique, on dirait incertitude sur la mesure, mais là on va faire incertitude sur le message produit. Voilà. Un exemple classique, mais qui est toujours assez informatif, c'est vous imaginez une pièce de monnaie biaisée qui va renvoyer face à une probabilité P et pile avec probabilité 1 P. Ben ça, en fait, l'entropie, on la calcule, c'est P-1 log de 1 P, moins P log de P. Et on peut la tracer, parce que c'est toujours rigolo de la tracer. Et en fait, voilà, donc là, c'est quand P égale 0. À droite, c'est quand P est égal à 1. Et donc, ce que vous voyez, c'est quand P est égal à 0 ou 1, ça veut dire que quand vous êtes certain de faire pile ou face, en fait, votre entropie, elle est nulle. Il n'y a aucune information dans la génération, dans le tirage à pile ou face. Et l'entropie est maximale quand P vaut 0,5. Et à ce moment-là, votre information, c'est 1 bit. Voilà, ça veut dire que la capacité d'une pièce de monnaie non biaisée, c'est 1 bit. Et dès que votre pièce de monnaie est biaisée dans un sens ou dans l'autre, cette capacité est inférieure à 1 bit. Voilà, encore une fois, capacité. Entropie, incertitude. Donc, vous voyez ça comme incertitude. Incertitude maximale, incertitude minimale. Donc, l'entropie, il y a certaines propriétés qui sont plutôt sympathiques. Alors, comme j'ai dit pour la pièce de monnaie, en fait, l'entropie est nulle si et seulement si vous avez une certitude absolue du résultat de votre distribution, c'est-à-dire si votre distribution est un Dirac sur une valeur précise. Quand vous fixez une valeur de n, donc un nombre d'options, l'entropie maximale, en fait, elle vaut log de n, log base 2 de n, et elle est atteinte pour la distribution uniforme. Et en fait, dans ce cas-là, on retrouve la définition informelle d'information que j'avais donnée au début de l'exposé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si vous avez deux événements x et y, donc vous avez en fait deux distributions de probabilité, mais qui vivent dans le même univers, qui potentiellement peuvent interagir entre elles. Et donc du coup, vous pouvez définir l'entropie de x et y, des deux événements pris ensemble. Et cette entropie-là, en fait, elle est toujours plus petite que la somme des entropies individuelles. Et elle est plus grande que la plus grande des entropies individuelles. Donc, si par exemple x et y c'est la même chose, c'est-à-dire x égale y par exemple, vous avez une corrélation maximale, et donc en fait quand vous connaissez x, vous connaissez y, donc c'est dans ces cas-là vous allez taper dans le membre de gauche, et à l'inverse, quand vous avez le nombre pour taper, pour avoir une égalité sur la partie de droite, en fait c'est quand vous avez une indépendance totale entre x et y, quand vous pouvez écrire que PIJ c'est P de I fois P de J. Parce que dans ce cas-là, en fait, l'information de x et y, ben, c'est x apporte son information, y apporte son information, et comme ils n'ont rien en commun, ces informations s'additionnent. Autre propriété, si vous avez une distribution et que vous faites n'importe quoi qui ressemble à du Moyen-Âge ou de la convolution, en fait, vous allez augmenter l'entropie. Voilà. Quelque chose qui va être très important, je ne vais jamais tenir le temps, tant pis, c'est l'entropie conditionnelle. En fait, donc là, on va toujours avoir nos événements x et y, et Shannon définit l'entropie de y par rapport à x. C'est en fait, vous imaginez que vous connaissez la valeur de x, et sachant la valeur de x, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'information apportée de y, de l'entropie de y quand vous connaissez x. Et donc en fait, vous utilisez des formules d'entropie pour chaque état i possible de x, et vous moyennez ça par la probabilité d'avoir une valeur de i donnée. Donc ça vous donne cette petite jolie formule. Quelle est les propriétés intéressantes? Par exemple, notre entropie de x et y, en fait, c'est l'entropie de x, qui est l'information apportée par x, plus l'entropie de y sachant x. Voilà, vous avez vraiment comme ça une additivité parfaite, c'est x et y, c'est ben voilà, x, et si je connais x, qu'est-ce que y rajoute?
Ce qui est important aussi, c'est de regarder, donc très facile à montrer, l'entropie conditionnelle, elle est toujours plus petite que l'entropie non conditionnelle. Et vous avez une égalité si et seulement si vous avez indépendance. C'est-à-dire, voilà, le fait que je connaisse X ne peut que faire baisser l'information apportée par Y. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de source markovienne, et en fait, une source markovienne a sa propre entropie. Pourquoi ça? Parce que chaque état est un distributeur de symboles, est un créateur de symboles, donc qui est capable de fournir des symboles, et donc à chaque état, vous pouvez associer l'entropie des symboles pour cet état. Chaque état a une probabilité, une distribution stationnaire, et donc une probabilité d'être dans cet état. Et donc vous avez juste à combiner les deux, et vous avez ainsi une définition de l'entropie de l'information apportée par une source. Voilà, c'est cette formule-là, et c'est quelque chose qui est par défaut défini en bits par symbole produit par la source. Si vous savez combien de temps met chaque symbole à être émis, vous pouvez convertir ça en bits par seconde. Il n'y a aucun problème, la formule est assez directe. Donc, là, je vous ai parlé de l'entropie de la source, c'est-à-dire du générateur. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a un lien fort, très très fort, entre la source et les messages qu'elle est capable de produire. Donc là, je cite Shannon, et je vais écrire une horreur, mais qui peut être prouvée mathématiquement avec des epsilon et des delta si vous voulez. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que, désolé, il y a des visiteurs qui viennent d'arriver à New York. Si vous considérez les séquences de longueur n, et si n est assez grand, vous pouvez faire comme si votre source était capable d'en produire 2 à la puissance hn, et que toutes ces séquences sont équiprobables. Donc voilà, c'est moralement la manière de faire le lien entre les messages produits et la source. Et en fait, ça va nous donner plusieurs manières d'estimer la capacité, d'estimer l'entropie d'une source de Markov à partir des messages qu'elle produit. Donc là, je vais aller très très vite. Cette formule-là, c'est une formule pour définir, en fait, en regardant des blocs de taille fixée, voilà, on calcule des entropies de blocs, et à partir de là, on a une formule d'entropie, et Shannon montre que plus on prend des blocs qui sont grands, donc ça implique d'avoir un message qui est très très grand pour avoir plein de blocs, et en fait, plus on va avoir une approximation exacte de l'entropie de la source. Un deuxième lien qui est un chouïa plus compliqué, et oui, je vais vraiment y aller en courant, désolé, c'est cette formule-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on va essayer de calculer l'entropie à partir, en fait, des probabilités conditionnelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, je parlais qu'est-ce qui se passe si on tient en compte, voilà, probabilité d'émettre une lettre, sachant quelle a été la lettre précédente émise. Probabilité d'émettre une lettre, sachant quelles ont été les 2 lettres précédentes émises. Bien là, en fait, on a le même genre de formule, c'est connaissant les n-1, les n-1 symboles précédents qui ont été émis, on peut calculer la probabilité d'émettre un symbole S, et donc en fait, on peut calculer comme ça une probabilité, une estimation anthropique sur des blocs de taille n. Et cette fois-ci, ce sont des estimations conditionnelles, c'est-à-dire probabilité d'émettre le dernier symbole connaissant les n-1. Et donc pareil, ça nous donne en fait une formule pour calculer l'entropie de la source, H. Encore une fois, H par défaut, vous ne la connaissez pas forcément. Et cette formule-là se fait en estimant les probabilités conditionnelles d'émission sur des fenêtres glissantes qu'on fait tourner sur un gros message, et ça donne une approximation. Alors, comme dit Shannon, F est une meilleure approximation que G, et donc si vous pouvez utiliser F plutôt que G, ça vous donnera une meilleure approximation. Voilà. Et pour info, derrière ces formules-là, en fait, je sais que Gérard est là, il y a les bases de la complexité jointe, qui est une technique qu'on a bien utilisée à Bell Labs. Voilà. Très vite, un petit mot d'anglais. Alors, une définition à la volée. L'entropie relative, c'est quel est le rapport entre l'entropie réelle d'une source et l'entropie de cette source si elle était capable de générer tous les symboles de manière uniforme, c'est-à-dire si elle était maximale. Donc, si vous faites le complément à 1, vous avez ce qu'on appelle la redondance. Et typiquement, l'entropie relative, ça va vous donner une idée du taux de compression maximale que vous pouvez faire sur votre source en utilisant le même alphabet.
Et donc, Shannon a calculé F8, donc il a calculé l'entropie basée sur des blocs de taille 8 lettres, je crois. Et basé là-dessus, il trouve que l'entropie relative pour l'anglais, c'est de l'ordre de 50%. Donc, ça a été corroboré par d'autres expériences faites de manière totalement différente. Par exemple, vous prenez un texte, vous enlevez des lettres et vous regardez jusqu'à quel point un humain est capable de reconstituer le texte ou pas. Donc, des expériences qui n'ont rien à voir avec la théorie de la communication, c'est intéressant. Et après, il donne quelques petites applications. Par exemple, Shannon considère que le fait qu'on puisse écrire des mots croisés, qu'on puisse créer des mots croisés, c'est parce que la redondance est inférieure à 50%. L'idée, c'est que, imaginez par exemple que vous n'avez aucune redondance. Aucune redondance, ça veut dire que n'importe quelle séquence est possible, pour faire simple. Et en particulier, ben voilà, vous pouvez écrire des suites aléatoires de lettres, ça va créer un mot croisé valide. Par contre, ben, comme il y a des règles, des contraintes, ben, ça limite un petit peu, mais comme il y a moins de 50% de contraintes, en fait, on peut malgré tout trouver des situations où on arrive à créer un mot croisé valide. Et du coup, sur le même principe, il dit que si on voulait faire des mots croisés en 3 dimensions, il faudrait avoir une langue dont la redondance soit inférieure à 33%. Voilà. À noter, ce chiffre de 50% est un peu décalé par rapport aux compressions que vous avez quand vous faites du zip, par exemple, sur un fichier de texte. Alors, il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, les compresseurs modernes n'utilisent pas F8, mais utilisent des estimations à beaucoup plus long terme et donc sont capables d'avoir comme ça, plus vous raisonnez à long terme, plus vous avez une estimation faible de l'entropie, enfin meilleure mais plus basse, parce qu'en fait, vous arrivez à mieux comprendre les règles et donc plus le 8, plus n est grand, plus vous êtes capable de compresser en fait. Et également, le 50%, c'est quand vous travaillez des lettres vers les lettres. En pratique, pour la compression, on travaille des lettres vers les bytes, et donc on change le système, il y a ASCII qui vient derrière, donc il y a d'autres phénomènes de transmission en codage qui permettent d'avoir plus de 50% et d'avoir en particulier beaucoup plus. Voilà. Et là, en 2 minutes, les premiers après j'arrête, je vais vous parler du théorème fondamental. Le théorème fondamental, en fait, est basé sur qu'est-ce que c'est qu'un transmetteur ou un récepteur. Donc, j'ai parlé de la source, j'ai parlé du canal, mais je n'ai pas encore parlé du transmetteur ou du récepteur. En fait, Shannon voit ça typiquement comme une machine qui a une mémoire finie, donc un ensemble fini d'états, et qui effectue une conversion. Ça veut dire que ça prend en entrée un symbole X et ça renvoie un symbole d'un autre alphabet Y. Et donc, typiquement, Shannon propose, pour le système discret, qu'un transmetteur-récepteur, c'est toujours quelque chose qui va prendre, donc qui va avoir une fonction de son état et du symbole d'entrée, et qui va comme ça déduire quel est le symbole à émettre, et dont l'état, alors là c'est un n plus 1, désolé, tac. Dont l'état suivant, du coup, est affecté par quel était le symbole qui a été reçu et quel était l'état dans lequel j'étais. Voilà, donc c'est la définition. Et si un transduceur, donc un transmetteur, est capable de fournir des symboles de sortie pour lesquels il existe un autre transduceur capable de reconstituer le message initial, on dit que l'objet, le transduceur, est non singulier. Ça veut dire qu'on est capable de réinverser le signal et d'obtenir le signal de départ. Et donc, ce qui est très important, c'est quand vous faites cette opération-là, comme tout est déterministe, en fait, vous ne rajoutez pas d'informations, vous ne rajoutez pas d'entropie, et donc la sortie d'un transduceur, en termes d'entropie, elle est toujours inférieure ou égale à quelle était l'entropie de la source. Donc, ça veut dire que voilà, vous ne pouvez faire que diminuer l'information. Et en particulier, si votre transduceur n'est pas inversible, alors l'entropie est forcément égale, parce que derrière, vous allez avoir un transduceur qui doit être capable de reproduire la source d'entrée, et qui donc doit être capable de recréer l'entropie de la source d'entrée, et un transduceur inversible doit forcément préserver l'entropie. Et une fois que vous avez tout ça en tête, en fait, je vais vous donner le résultat qui est assez simple et qui est assez intuitif. Alors, qui est en fait puissant, mais avec une grosse preuve, mais le résultat en lui-même est très simple. Si vous avez d'un côté une source donc, qui possède une entropie H, donc, dont l'incertitude mesurée en bits per symbole est connue et vaut H,
Et si de l'autre, vous avez un canal qui a une capacité de C bits par seconde, donc voilà, H est en bits par symbole et C est en bits par seconde, eh bien en fait, C sur H, donc c'est quelque chose qui est mesuré en symboles par seconde, c'est la capacité effective de votre canal par rapport à votre source. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à C sur H moins epsilon, symbole par seconde, pour n'importe quel epsilon, vous êtes capable de créer un transduceur qui peut transmettre sans perte votre message. Si par contre, vous voulez transmettre à un débit plus élevé que C sur H, symbole par seconde, vous ne pouvez pas le faire sans perte. Forcément, vous allez avoir une baisse d'entropie qui va apparaître à un moment donné. Et voilà. Donc c'est tout simple, mais c'est juste une manière de dire que vraiment les fondamentaux de la compression sont dans cette formule. C'est-à-dire, vous avez une capacité brute C qui correspond à qu'est-ce qui se passe si je peux vraiment faire n'importe quoi. Mais en fait, si vous prenez en compte l'incertitude réelle, l'entropie réelle de la source, en fait, vous avez une capacité effective qui va pouvoir généralement être supérieure à ce que vous attendiez parce que vous avez pris en compte la véritable incertitude de votre source. Et voilà, je suis désolé, comme je le pensais, j'ai passé beaucoup de temps pour expliquer le contexte, peut-être un peu trop de temps, mais voilà, donc je termine l'exposé maintenant.